Eden Info, merci d'être au rendez-vous. Le sommaire législatif 2019, le calendrier électoral dévoilé ce mardi par le président de la commission électorale autonome Sénat, Emmanuel Tiando. Vous suivrez les détails dans un instant. Adoption à l'unanimité des députés ce lundi 21 janvier de la loi portant code pétrolier en République du Bénin, dont l'examen a démarré le 15 janvier. Le point également dans un instant. Et puis, actualité africaine, des heures ont éclaté à Kinshasa entre des partisans de l'opposant Martin Fayulu et des conducteurs de moto-taxi qu'ils assimilent à des proches de l'autre camp, Félix Tshisekedi. Merci de votre fidélité au service de l'information de Eden Télévision. Le président de la commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, et les membres de l'institution en charge des élections au Bénin ont donné un point de presse ce mardi. Occasion pour le président Tiando de rappeler aux médias leur rôle dans le cadre des législatives des 28 avril 2019. Emmanuel Tiando n'a pas manqué de faire un point des différentes activités déjà menées depuis plusieurs jours en amont pour le bon déroulement des futures élections. Suivons ici un extrait des propos du président Emmanuel Tiando sur des propos recueillis par Frédéric Espoir Mambou et Fiacre Voïtan. Nous ne pouvons pas, à la Sénat, effectuer dans la paix, dans la sérénité et avec la participation de l'ensemble du peuple béninois ce processus électoral sans que vous ne soyez présents. C'est pour ça que je voudrais d'ores et déjà vous dire que vous représentez pour nous des acteurs importants. Vous êtes à la Sénat, que nous considérons comme une maison de la démocratie, faites en sorte qu'à travers vos publications, que le peuple béninois comprenne qu'une élection n'est pas une occasion de pugilat, mais tout simplement une fête de la démocratie. Cela dit, vous savez, le législateur, en créant la Sénat, a voulu que notre pays dispose d'une structure qui anticipe, une structure qui, entre deux élections, prépare la prochaine élection. C'est pourquoi, depuis les dernières élections, la Sénat travaille et s'attelle à la préparation du scrutin qui arrive bientôt. Et dans ce cadre, elle a initié un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions concourant justement à la préparation du prochain scrutin. Et au nombre de ces activités que vous avez suivies ou que vous n'avez pas eu peut-être l'occasion de découvrir, il y a l'organisation de plusieurs ateliers, dont un des ateliers porte sur l'appropriation par la Sénat elle-même de la charte des partis politiques et du code électoral. Comme vous le savez, en effet, notre pays dispose aujourd'hui d'un nouveau code électoral et d'une nouvelle charte des partis politiques. Il fallait que nous-mêmes, nous nous approprions ces deux documents parce que c'est sur cette base-là que nous allons travailler. Ces deux documents constituent en quelque sorte notre bréviaire et c'est pour ça que nous avons organisé cet atelier d'appropriation du code électoral. Nous nous sommes également penchés sur la question de la formation des formateurs. Rappelez qu'au cours de ce point de presse, le calendrier électoral a été dévoilé. Ce calendrier court de la réception officielle de la liste le 16 janvier 2019 à la publication du rapport général des élections législatives le 30 mai 2019. Les députés ont adopté ce lundi 21 janvier 2019 la loi portant code pétrolier en République du Bénin. Une étude entamée par les députés le 15 janvier et qui a abouti ce lundi à l'adoption de ce texte de loi. On fait le point avec Amen Didier Humpenoudji, Romaric Devoché.
Le test de loi s'avère indispensable pour notre pays en ce sens qu'il permettra de disposer d'un cadre juridique bien approprié au contexte actuel en vue de permettre à l'État béninois de bien avoir accès aux blocs pétroliers et en exploiter judicieusement. La Commission des lois et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a produit mardi dernier son rapport qui montre l'importance pour notre pays de disposer d'une nouvelle loi pour régir le secteur pétrolier. Le Bénin continue de naviguer entre espoir et désespoir en ce qui concerne le pétrole avec des annonces non suivies d'effets. Face à ce constat et au regard de la conjoncture internationale favorable dans le secteur pétrolier, la présente proposition de loi a été introduite à l'Assemblée nationale. Elle vise le renforcement de la maîtrise de l'État sur son patrimoine pétrolier et la clarification du cadre contractuel des opérations pétrolières, l'adoption des mesures destinées à faciliter et à rationaliser l'accès aux blocs pétroliers, l'amélioration de la gouvernance du secteur à travers la mise en place d'un cadre institutionnel clair. Les députés sont intervenus après ce rapport pour exprimer leur désir de voir notre pays se doter d'une telle loi importante pour le bien-être de la nation. Que nous ayons l'ambition au niveau donc de la représentation nationale de doter notre pays d'un national juridique qui permettra au gouvernement de pouvoir se fonder et faire des contrats donc, de prospection pour que notre pays, peut-être demain, puisse dire de façon claire et exploiter ces potentialités donc, qui regorgent sur le sous-sol béninois. C'est une très bonne chose. Donc c'est pourquoi j'invite les collègues donc, à la sérénité que cette loi soit votée. Le ministre en charge des Mines, Samou Seydou Adambi, est intervenu pour indiquer aux députés la pertinence d'une telle disposition juridique. Quand on sait que tous les pays qui nous entourent aujourd'hui tirent quelque chose du pétrole, il n'est quand même pas normal que le Bénin reste en marge. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment excités à l'adoption de cette loi, afin que le Bénin également puisse tenter ses chances dans ce monde où beaucoup de ressources très importantes sont mobilisées pour pouvoir donner le minimum qu'il faut pour progresser. Ce lundi, ce texte de loi qui comporte 9 titres a été étudié par les députés et une fois soumis au vote, a été adopté. 0, procuration abstention 0, la loi numéro 2019-06 portant code pétrolier en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents. Restons à l'hémicycle. Le Bénin dispose désormais d'une loi régissant le secret défense. Un texte de loi étudié et examiné par les députés de la 7e législature en vue de protéger les données sécuritaires et de défense de notre territoire. On retrouve encore une fois Mendy Rumpenouji, Romaire et Devoshi pour les détails. Une proposition de loi qui vise à réglementer le secret de la défense nationale dans notre pays en vue de la protection des données sécuritaires pour la défense de l'intégrité du territoire national. La Commission des relations extérieures, sécurité et défense de l'Assemblée nationale a présenté son rapport pour exposer en plénière les grandes orientations et l'importance de ce texte de loi. En effet, le secret de la défense nationale concerne les informations relatives à l'effectif et aux informations des hommes dans l'armée, à la quantité et le type d'armes, au lieu de stockage des équipements militaires, aux instruments de transmission militaire, aux systèmes d'information militaire, aux renseignements divers, etc. Toutes les questions concernant les domaines ci-dessus sont traitées avec la discrétion qui sied, ne sont pas rendus publics et ont donc un caractère de secret de la défense nationale. La parole a été donnée aux députés pour faire des observations en vue de mieux élaborer ce texte. Quelques questions ont été enregistrées. Est-ce à dire que le secret défense s'impose à notre juridiction? Nous voudrions que la commission ou le ministre nous éclaircisse sur ce plan-là. Est-ce que la grande muette est imposée
aussi à l'appareil judiciaire. Le ministre de la Défense et celui en charge de la justice, tous présents à l'Assemblée nationale lors de cette étude de la loi secret défense, ont apporté des éléments de réponse. Lorsqu'une juridiction aura besoin d'une information classée secret défense selon les niveaux, il y a une commission qui juge de la pertinence ou non de livrer ce secret ou de mettre ce secret à la disposition des juges et dans quelles conditions ce secret-là pourra être utilisé par les juridictions. Le secret défense, s'il est organisé par une loi, s'impose à tous les citoyens, quels qu'ils soient, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et ensuite, parce que c'est la loi qui le prévoit, s'il est assorti de dispositions pénales, les tribunaux sont obligés d'appliquer les dispositions pénales. Après examen des 18 articles de cette proposition de loi portant organisation du secret défense en République du Bénin, les députés ont adopté à l'unanimité la loi 2019-05 portant organisation du secret de la défense en République du Bénin. Une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, était ce lundi 21 janvier 2019 dans les locaux de la Commission électorale nationale et dans la Commission électorale nationale autonome Sénat. Objectif, s'imprégner du niveau d'avancement de l'organisation des prochaines élections législatives. Voici le point avec Samson Oké et Romaric Devoshi. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont reçu dans la matinée de ce lundi 21 janvier 2019 une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Une rencontre sollicitée par la haute instance de direction de l'UDBN et qui vise à s'imprégner du niveau d'avancement des travaux dans le cadre de l'organisation des prochaines législatives. Après les mots de bienvenue du président Emmanuel Tiando, l'honneur est revenu au vice-président de l'UDBN de présenter les raisons de la visite de sa délégation. L'article 15 du Code électoral prévoit en effet que l'État met à votre disposition, à la disposition de la Sénat, les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent et à l'accomplissement de ses missions. Donc, au rang de ces missions figure l'organisation des élections prochaines. C'est pour cela que nous voudrions savoir, en tant que parti politique, et donc ayant l'intention de présenter des candidats à ces élections, qu'est-ce qui est déjà fait, où est-ce que la Sénat en est aujourd'hui pour en avant-première, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'intention de le dire de façon publique et même de publier un chronogramme, ce qui est fait pour, dans le cadre de cet article, et notamment si les moyens en question sont déjà à votre disposition. À cette première préoccupation, voici ce que répond Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Je constate que dans les réseaux sociaux ou bien dans les discours, on dit parfois que le président de la Sénat dit qu'il n'a pas de moyens et qu'il y a une tension. Non, il faut relativiser les choses. Ces problèmes-là, lorsqu'ils vont se poser de façon accrue, en ce moment, vous allez nous entendre nous-mêmes exprimer nos inquiétudes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore enregistré une difficulté de moyens. La question des 10% des suffrages exprimés au plan national et autres préoccupations liées à la période préélectorale ont été également abordées au cours de la rencontre. À tous ces sujets, la première autorité de l'institution en charge des élections apporte des précisions. C'est les yeux fermés qu'on applique la loi. Même si nous-mêmes, on a des appréciations divergentes. Comment on ne peut pas changer la loi? On n'est pas la Cour constitutionnelle. On n'est pas l'Assemblée. Ce qu'ils disent là, c'est ça qu'on va faire. Je comprends très bien.
les appréhensions des uns et des autres. Mais comme vous le dites, nous on va expliquer. Mais pour calmer les militants, c'est encore vous. Ce sont vos militants. Nous, on n'a pas de militants. C'est vous qui avez les militants. C'est l'opinion publique qu'on va expliquer, puisque le code dit qu'il revient à la Sénat d'essayer de sensibiliser les gens sur ça. On va le faire. Cette affaire de campagne électorale, pré-campagne électorale, nous la déplorons au niveau de la Sénat. Lorsque nous avons l'occasion de dire non, ce n'est pas bien, on le fait. Mais je ne voudrais pas qu'on investisse la Sénat d'une mission qui n'a pas été prévue dans le code électoral. La campagne médiatique, la question de pré-campagne, ça relève de la HAC d'abord. C'est la HAC. Il appartient à la HAC de ne pas faire diffuser des choses qui concernent la pré-campagne. Chaque participant à cette assise est reparti avec des informations fiables sur l'organisation des prochaines législatives. Précisons que le calendrier électoral sera rendu public dès ce mardi 22 janvier 2019. Les leaders politiques du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale se sont retrouvés samedi 19 janvier 2019 à Lokossa pour un géant meeting. Objectif de cette rencontre est de faire connaître aux populations de la commune de Lokossa les conclusions du congrès constitutif de ce parti. Jonas Bochi nous fait ici le compte rendu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelle. C'est par ce passage extrait de la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens que je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle dont parle l'honorable Dakwe Sossou dans sa surprenante posture d'évangéliste, c'est l'union sacrée que retrouve la majorité des cadres et personnalités politiques de Lokossa autour du parti Union progressiste, un parti dont ils sont venus dévoiler ce samedi 19 janvier 2019 la vision et le logo aux populations de leur commune. La mission de l'Union progressiste est d'œuvrer pour garantir et promouvoir la paix, la justice sociale, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, la bonne gouvernance, la solidarité et le développement du Bénin. La couleur du parti est le jaune. Son logo est constitué d'un baobab vert logé dans un cercle jaune et posé sur l'inscription Union progressiste que souligne un trait rouge en arc. Rodéo Menikpa et Sotel Wessou expliquent à leur tour les raisons qui justifient l'adhésion massive des populations de Lokossa à l'Union progressiste. Chers amis jeunes, ce qui nous motive à adhérer à l'Union progressiste, c'est autre manière de gérer les affaires publiques, la transparence dans la gestion des concours d'entrée dans la fonction publique, la restauration de nos valeurs morales et éthiques, autrefois en état de déliquescence. En choisissant l'Union progressiste, je respecte un principe, celui de ne pas m'opposer au régime en place. Car un adage de chez nous dit, le pauvre n'a pas d'ennemi. Autrement dit, nous ne pouvons pas être conscients de notre niveau de développement, comme c'est le cas de Lokossa, et choisir de faire l'opposition. Belle opportunité selon Mathurin Kofinago qui invite les rares réticents à vite rejoindre le navire de l'Union progressiste. Qui pouvait s'imaginer que ces leaders, ces fils de Lokossa allaient un jour se retrouver ensemble, se donner la main. L'heure de Lokossa a sonné donc et l'avenir radieux est en train de se préparer pour Lokossa. Je voudrais que tous ensemble nous saisissions cette occasion, cette belle opportunité. Mathurin Kofinago a pour finir décerné un satisfecit à Dakwe Sossou et toute son équipe pour l'organisation légendaire de ce meeting à Lokossa.
Et encore politique dans ce journal, célébration des 1000 jours de gouvernance de Patrice Talon. C'était samedi 19 janvier 2019 par les jeunes empereurs de la République. Voici les précisions avec Frédéric Servoulan, Fier-Voyetan. 1000 jours déjà que le président Patrice Talon a brigué la magistrature suprême au Bénin. Cet événement, les jeunes empereurs de la République n'ont pas voulu le faire passer sous silence. Ils l'ont célébré ce 19 janvier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Déguisés en Guézo, Béanzin, Tofa et Kaba pour la circonstance, les leaders des jeunes empereurs de la République ont saisi cette opportunité pour justifier leur soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon. Un soutien qui, selon eux, est dû aux nombreux exploits enregistrés par le régime dit de la rupture. Je veux citer le choix des chefs-lieux des 12 départements et la nomination des préfets qu'aucun des prédécesseurs de Patrice Talon n'a osé. La subdivision du pays en pôles de départements agricoles PDA, ce qui augure d'un développement rural harmonieux avec des records notés dans presque tous les domaines agricoles. Dans le domaine de la sécurité, nous avons tous noté une réduction drastique des braquages, des cambriolages et tracasseries policières sur les routes. La lutte implacable du gouvernement contre la corruption et l'impunité porte ses fruits avec plusieurs dossiers ouverts et des mises en cause confiées à la justice. Les prouesses de l'exécutif dans les domaines de l'enseignement, de l'énergie et des infrastructures n'ont pas été occultées. Un tableau reluisant qui amène les jeunes empereurs à féliciter le président Talon. Nous, jeunes empereurs de la République du Dahomey et de l'Afrique, Samori Touré, Bioguera, Tofa, Kaba, El Adjoma, Béanzin et Guézo sommes réunis ce samedi 19 janvier 2019 pour reconnaître à notre digne fils, le président Patrice Talon, les mérites pour ses actions de grandes audaces, de réforme et de témérité à la tête de notre cher pays, le Bénin. C'est pourquoi ces jeunes ont réaffirmé leur soutien à Patrice Talon. Quant au député Patrice Nombimen, soutien du chef de l'État, il a tenu à rappeler aux jeunes empereurs de la République leur rôle dans le processus de développement du pays. Nul ne sera de trop pour le soutien au PAG. C'est pourquoi, dans le cadre de la célébration des 1000 jours glorieux du président Talon, je voudrais vous confirmer que la jeunesse en général et les jeunes empereurs, je voudrais vous dire que vous êtes la pierre principale de langue pour l'édifice qu'est le Bénin. Dans les tout prochains jours, les jeunes empereurs comptent délivrer une attestation de mérite au président de la République, Patrice Talon. Actualité en dehors du Bénin, des heures éclatent à Kinshasa entre des partisans de l'opposant Martin Fayulu et des conducteurs de moto-taxi qu'ils assimilent à des proches de l'autre opposant. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur de l'élection du 30 décembre 2018. On écoute. Et le président Martin Fayulu devait s'adresser à la base, mais on a trouvé les lieux assiégés par la police, armés jusqu'aux dents. Ils ont cassé le podium, ils ont pris le baffle, ils ont procédé à l'arrestation des 4 militants, les chauffeurs de bus. On tricherait alors. Les gens que vous voyez, ce sont des citoyens paisibles congolais qui viennent réclamer la vérité des urnes. La Cour suprême, en collaboration avec Félix Tshisekedi et Kabila, il a dupé le peuple congolais. Et nous savons bien que ces élections n'ont pas été obtenues facilement. Et voilà que nous nous retrouvons dans une situation de crise. La police... Le président gambien Adama Barrow et son homologue sénégalais Macky Sall inaugurent le pont de la Sénégambie à Farafémi. Son achèvement après des décennies d'atermoiement symbolise l'entente retrouvée entre les deux pays. Reportage.
Les présidents sénégalais Macky Sall et gambien Adama Barrow ont inauguré lundi le pont de la Sénégambie qui favorisera les échanges en Afrique de l'Ouest et dont l'achèvement après des décennies d'atermoiement symbolise l'entente retrouvée entre les deux pays. Le projet de pont, évoqué depuis les années 1970, a connu des fluctuations au gré de l'évolution des rapports entre Dakar et Banjul. Sa construction avait débuté en 2015 sous l'ancien président gambien Yahya Jammeh. L'inauguration ce lundi 21 janvier de ce pont est intervenue 2 ans, jour pour jour, après le départ en exil de Yahya Jammeh qui dirigea pendant plus de 22 ans d'une main de fer la Gambie, petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes. Le pont, un élégant ouvrage de béton clair de plus d'1 kilomètre situé en territoire gambien, enjambe le fleuve Gambie à une dizaine de kilomètres du poste frontière de Farafeni que les deux présidents, tous deux vêtus d'un boubou blanc, ont symboliquement emprunté lundi dans la même limousine. Étant donné la géographie de la Gambie et du Sénégal, avec un fleuve coupant chacun des deux pays en 2 parties, on se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour avoir ce pont, s'est interrogé Adama Barrow lors d'une cérémonie au pied du nouvel ouvrage. Quant à Macky Sall, il a déclaré « Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations » avant d'ajouter que le pont appartient aux Gambiens, alors qu'à Banjul, certains habitants ont souvent soupçonné le Sénégal de vouloir absorber leur pays. Le territoire gambien est un passage quasi obligé pour qui veut se rendre au nord du Sénégal, à sa région sud, la Casamance, à moins d'effectuer un fastidieux détour de quelques 400 km. Mais la route transgambienne, passant à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Banjul, était jusqu'ici interrompue à mi-chemin par le fleuve, obligeant les véhicules à emprunter un bac, source de tracasseries et de nombreux retards. Selon le président sénégalais, ce nouveau pont va faciliter l'interconnexion des réseaux routiers, réduire les temps de trajet et contribuer à l'intégration de la sous-région. Pour son homologue gambien, il va aussi permettre une circulation facile des biens et garantir des services plus rapides. Et avant de boucler cette édition, l'an dernier, le Congrès américain validait 1,6 milliard de dollars de budget pour financer une portion du mur frontalier promis par le président Donald Trump pour certains habitants de Missionville, Tassan, sur les rives du Rio Grande. Le projet signifierait la perte de leur terre. Reportage. Les Cavazos, cette terre au bord du Rio Grande, évoque des souvenirs d'enfance. Le Mexique n'est qu'à quelques brassées de l'autre côté de la rive. Pour ces Texans, la frontière ne représente pas de menace. Nous n'avons pas constaté de crise à la frontière comme ils le disent. Nous n'avons rien vu. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu tranquille, c'est très paisible. L'an dernier, une portion du mur frontalier voulu par Donald Trump a été financée par le Congrès. Depuis, les Cavazos ont commencé à recevoir des courriers. Le gouvernement veut faire passer le mur chez eux, ce qui isolerait leurs terres. La famille, installée dans la région depuis le XVIIIe siècle, craint de voir son patrimoine devenir un no man's land entre les États-Unis et le Mexique. Pour l'instant, la question des dédommagements reste en suspens. Vous savez, la terre pour nous, c'est plus que de l'argent. Nous avons un véritable amour de la terre. Il y a 60 ans, la grand-mère des 2 cousins Fred et Ray obtenait cette propriété. Fred, handicapé, dépend de la location des cabanons sur les rives pour payer ses frais médicaux. La famille veut porter l'affaire devant les tribunaux. Allouer tous ces millions qu'il demande pour faire une clôture ou un mur, et pense-t-il aux gens ici, je vais mourir à cause de sa stupidité. À quelques kilomètres de là, dans la chapelle de l'Omita, le père Roy partage la même inquiétude. Ce monument historique centenaire risque de se retrouver pris en étau entre le mur et le fleuve. Le père et son diocèse, eux aussi, ont décidé de porter l'affaire en justice. Ce mur des 2 côtés, il va nous isoler de l'église, mais ça va être aussi un symbole pour nos voisins. Ça dit, nous avons peur de vous et nous pensons que vous n'êtes pas bons. Nous ne voulons pas de vous ici. La symbolique est assez horrible. Sur les rives, les restes d'une tentative de passage de clandestins. La frontière est devenue un enjeu national qui déchaîne les passions. Fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur EDN Télévision.